Nous vivons dans un monde où l'information n'a jamais circulé aussi rapidement et aussi massivement. Alors c'est souvent une chance car nous pouvons avoir accès à une quantité incroyable de connaissances. Mais il y a forcément dans le lot un certain nombre de fausses informations, et on peut se sentir désemparé face à des opinions contradictoires. Alors c'est ici qu'intervient la notion d'esprit critique, et l'esprit critique est parfois vu comme un exercice de méfiance envers les fausses informations, mais dans le livre, nous avons pris le parti de le présenter comme un art, celui de faire confiance, de reconnaître et d'accepter les informations fiables et les sources d'informations fiables. C'est un exercice que nous faisons depuis notre plus tendre enfance. Nous racontons dans le livre comment le jeune enfant sélectionne ses sources d'informations en faisant par exemple plus confiance à ses proches qu'à des inconnus. Mais évidemment, ces outils cognitifs restent limités pour nous permettre de faire le tri dans l'ensemble des informations à notre disposition, et surtout dans le cadre de questions complexes de société. Dès lors, l'objectif du livre est de guider le lecteur dans cette quête de confiance bien placée envers les informations fiables. La thèse de l'ouvrage est la suivante. La science constitue une boîte à outils formidable pour comprendre notre monde. Ces outils ont été accumulés au cours de notre histoire et ils permettent de dépasser les limites de notre cognition naturelle. Le livre embarque ainsi le lecteur dans 4 aventures scientifiques qui nous présentent la science de l'intérieur, ses rouages, ses stratégies. Alors, dans le premier chapitre, nous essayons de mieux comprendre ce qu'est l'observation. Notre observation naturelle nous permet de nous orienter de manière très efficace au quotidien. Mais ces mécanismes de prise d'information ont leurs limites. Un biais classique consiste à ne repérer que les informations qui correspondent déjà à nos attentes. Les scientifiques sont bien conscients des biais qui peuvent perturber l'enregistrement de données ou leur interprétation. Par exemple, observer les loups pour les compter peut sembler une tâche simple, mais ce n'est pas le cas. Si on y réfléchit, on se rend immédiatement compte qu'il ne faut pas compter 2 fois le même animal, qu'il faut accepter que beaucoup de ces animaux peuvent échapper à notre calcul car ils sont discrets, ils vivent dans des endroits difficiles d'accès, et puis les loups ressemblent bien plus que l'on ne pense aux chiens. Alors que faire? Nous avons pu assister à toutes les étapes de la construction de cette connaissance, et de manière contre-intuitive, les scientifiques ne cherchent pas du tout à observer directement les animaux, car c'est une information dont ils ne pourraient rien tirer. Au lieu de ça, c'est une véritable enquête qui mène. D'abord sur le terrain, avec un réseau de volontaires qui cherchent, selon un protocole bien établi, des indices qui vont contenir de l'ADN. On a suivi une experte, Francesca Marocco, dans les forêts de sapins et de hêtres des Alpes italiennes en hiver, et comme on l'a dit, être sûr qu'il s'agisse de loup est impossible. Elle va sélectionner grâce à des éléments les échantillons qui lui paraissent les plus fiables, et ensuite ces échantillons vont être envoyés au laboratoire de génétique, c'est-à-dire au Canada pour les échantillons italiens ou à Lyon pour les échantillons français. Nous avons été accueillis par les généticiens du laboratoire d'Antagène à Lyon, et c'était bien sûr passionnant de découvrir l'extrême rigueur mise en œuvre à chaque étape, jusqu'à l'interprétation. Car c'est finalement là qu'on va pouvoir dire si l'échantillon qu'on a est celui d'un loup ou non, et même déterminer l'individu en question. À cette étape encore, le signal génétique repéré est interprété par 2 experts qui travaillent chacun dans leur coin et donnent leur verdict avec un certain degré de certitude. Un autre élément qui légitime notre confiance envers la science est sa dimension collective. Dans le cadre des sciences du climat, un organisme a été spécialement créé à cet effet, il s'agit du GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ces experts ont pour mission de faire régulièrement le point sur l'ensemble de la connaissance existante. C'est un exercice fort utile pour la société, car l'ensemble de la littérature scientifique est parcouru, et la communauté détermine les savoirs qui sont bien établis et ceux qui restent à confirmer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ampleur de la dimension collective mise en œuvre. Valérie Masson-Delmotte, l'actuelle coprésidente du groupe 1 du GIEC, et Éric Guilliardi, un ancien membre du GIEC, nous ont raconté les rouages de la construction de ces rapports. Plusieurs allers-retours sont effectués au moment de leur rédaction, de sorte que 50 à 100 relecteurs font des dizaines de pages de commentaires pour chaque chapitre du rapport. Et au final, 3000 scientifiques collaborent d'une manière ou d'une autre pour établir un rapport. La validation des idées ne se fait que sur la base de la quantité et de la qualité des preuves à l'appui, par le biais d'une méthode préalablement acceptée par l'ensemble de la communauté et qui est une garantie indispensable pour parvenir à ce consensus d'experts. Alors ce consensus est la meilleure garantie dont dispose la société pour baser ses décisions. Bien sûr, le citoyen pourra toujours découvrir des blogs d'individus, parfois même des scientifiques isolés, qui remettent en question la connaissance établie.
C'est uniquement en comprenant la manière dont sont construits les consensus scientifiques que chacun pourra reconnaître en eux une source d'information de qualité supérieure à laquelle il peut attribuer pleinement sa confiance.